Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Facebook. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aurélie Anquet, qui est vétérinaire NAC à Liège en Belgique. Alors, on va tout de suite, voilà, bonjour, bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On va attendre un petit peu que vous soyez un petit peu plus nombreux. Je vois qu'il y a déjà 123 personnes connectées, donc c'est très bien. Alors, on fait des coucous Vivienne, et Vivienne est à côté de moi. On va lui demander de nous dire bonjour. Donc, c'est Viviane est pas... Vivienne, voilà. Coucou à tous. Voilà, c'est Vivienne qui va s'occuper de répondre aux questions et qui va les choisir parce qu'on va pouvoir les mettre à l'écran et le docteur Anquet va répondre. On va peut-être dans un premier temps d'abord dérouler le sujet, et puis dans un deuxième temps, on va essayer de répondre. Et puis s'il y a des questions qui sont en rapport avec ce qu'on est en train de dire, Vivienne, tu nous dis. J'interviens. Voilà, d'accord? Voilà, donc on va laisser Vivienne à son ordinateur. Donc, quand vous allez faire des commentaires, on pourra les afficher. Voilà, ils vont apparaître ici. On va les mettre comme ça. Docteur Anquet, vous voyez bien les. Je vois. Voilà. Donc, je peux pas. Il y a beaucoup de commentaires déjà, hein, donc je peux pas tous les mettre. Vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous êtes, hein, peut-être dans vos commentaires. Alors, j'espère pouvoir voir le replay. Oui, alors les replays, vous les aurez sur notre chaîne YouTube. Donc ça s'appelle Rabbit's World Channel. Je pense que Vivienne vous mettra le lien dans les commentaires, de même qu'elle mettra le lien de la page Facebook du docteur Aurélie Anquet. Vous avez la page du docteur qui s'est affichée. On vous la remettra deux ou trois reprises. Donc là, vous avez un petit message personnel. Gros bisous de la part de Mila. Voilà. Alors, il y a beaucoup de monde, hein. J'ai du mal à. Voilà. Dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez. Voilà, il y a 132 personnes. Toulouse, Bretagne dans Finistère. Voilà, ça c'est l'adresse. Mais vous aurez le lien directement, ça sera plus facile pour cliquer. On a Lorraine de Metz. Ah, on a quelqu'un de Mexico. Waouh. Bravo. On a quelqu'un de Liège. On a une autre personne de Liège. On a quelqu'un de Bordeaux. On a des gens de Genève, de l'Ain, un nouveau de la Belgique, un autre de, de Liège, la Saône-et-Loire. Bon, Thomas qui dit que Choco est prêt à voir la veto qu'il a sauvé. Fais des bisous à Choco. Liège, donc dans le 59, en direct de Rennes. Est-ce que l'image et le son sont corrects? Donc, docteur Anquet, vous avez déjà pas mal de fans, hein. Valence, Vendée, Thionville. Peut-on savoir où elle travaille? Ah, peut-être on peut commencer par ça, docteur Anquet. Dites-nous où est-ce que vous travaillez à Liège. Alors, je suis dans un cabinet privé pour le moment, Baie-sur-Liège, et ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Donc, encore des admirateurs. Bon, Lyon, Rouen, Toulouse, Bordeaux, il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, on est à 150 personnes. Donc, moi, je propose peut-être qu'on démarre. Est-ce que vous Oui, êtes moi je prête, suis en train de lire quelques petites docteur Anquet? synthèses. Oui, c'est bon. Donc, Je on suis en va, train on de va lire. démarrer
ce sujet qui est un sujet important, la rhinite, c'est un sujet qui est compliqué, qui est relativement fréquent et souvent les gens sont un peu désespérés parce ils n'arrivent pas à trouver de solution. Alors on va essayer d'expliquer tout ça, on va essayer de pas être trop scientifique, on va, on va vous apporter surtout des conseils pratiques et puis s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, vous comprenez pas, ben vous réagissez et puis Vivienne me transmettra parce que je peux pas regarder en même temps, il y a beaucoup de messages. Alors on va démarrer peut-être par expliquer ce que c'est quand même qu'une rhinite. On entend souvent parler de coryza. Alors, docteur Anquet, dites-nous un petit peu de quoi il s'agit exactement. Oui, alors on entend un petit peu tout, on entend parler de rhume, on entend parler de coryza. Le terme exact, en fait, c'est rhinite. Donc une rhinite, c'est quoi? C'est une inflammation des cavités nasales, simplement, avec différentes origines dont on va parler après. Pourquoi est-ce que les autres termes ne sont pas vraiment adaptés? Quand on parle de rhume, moi, ça me fait penser au rhume chez l'homme. Donc ça veut dire quoi? On a le nez qui coule pendant quelques jours et au bout de 5 à 5 jours, ça passe tout seul. Chez le lapin, c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas espérer, ça ne passe jamais tout seul. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme-là parce que ça a tendance à un petit peu banaliser la pathologie. Tandis que le terme coryza, c'est un terme qu'on n'emploie vraiment pas du tout en Belgique, en tout cas dans la pratique du NAC. Moi, ça me fait plutôt penser à un chat qui arriverait avec les yeux et le nez complètement encombrés et remplis d'infections. Ça veut un petit peu tout et rien dire en même temps, donc c'est vraiment pas un terme qui est exact. Donc nous ici, en tout cas, on parle de rhinite, donc d'inflammation des cavités nasales. Alors, peut-être la première chose à savoir, c'est finalement quand est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a une rhinite, que le lapin a une rhinite, quels sont les premiers signes qui apparaissent? Alors, les motifs de consultation les plus fréquents, c'est souvent des appels pour des lapins qui ont ou le nez qui coule ou qui éternuent. Ça, c'est vraiment les deux choses les plus fréquentes et on en a quotidiennement. Maintenant, après, on peut avoir d'autres symptômes aussi qui sont associés, mais qui sont un petit peu plus rares. On peut avoir de la toux parfois, même si c'est pas fréquent. On peut avoir les yeux qui coulent, étant donné que les deux systèmes sont liés. Mais la plupart du temps, c'est vraiment les écoulements au niveau du nez, donc ce qu'on appelle du jetage en langage scientifique, les éternuements, qui peuvent être simples ou en quinte. Donc parfois, on a simplement un petit éternuement de temps en temps avec du liquide qui apparaît au niveau des cavités nasales. Ou alors parfois, on a vraiment le lapin qui est en quinte, qui a du mal pendant plusieurs secondes, voire parfois plusieurs minutes à se reprendre. Ça, c'est relativement fréquent. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte aussi? Quand le lapin il éternue, il va jeter. Donc il y a du liquide qui va sortir de ses cavités nasales. Il va donc se retrouver avec les poils sous les narines un petit peu souillés. Et le lapin étant une espèce très très propre, il va très fréquemment venir faire sa toilette. Ils le font mieux que moi, venir frotter avec la face interne de leurs avant-bras. Et donc, ils se retrouvent avec les poils à ce niveau-ci qui sont tout collés, tout agglomérés, tout souillés. Donc, si vous voyez déjà ça chez votre lapin, c'est quelque chose qui n'est pas normal, étant donné que c'est un endroit qui est censé avoir un pelage tout propre et tout lisse. Dans les cas les pires, on peut avoir des déformations au niveau du chanfrein aussi, au niveau du front, s'il y a des abcès qui se développent, mais c'est vraiment en tout cas dans les cas les plus extrêmes. D'accord. Et ça, ce sont des symptômes qui sont des symptômes qui doivent faire consulter, ou est-ce que c'est comme chez nous, si jamais on a le nez qui coule ou qu'on éternue, c'est pas forcément grave, hein? Non, 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 jamais. Il faut jamais prendre ça à la légère. C'est malheureusement souvent le cas parce qu'on a un peu tendance à faire le lien avec nous. On se dit, bon, bah, on a le nez qui coule, on est un peu pas bien. Dans 2, 3 jours, ça va passer. Chez le lapin, si vous voyez ça, 2, 3 jours plus tard, on aura perdu 2, 3 jours de traitement. Donc, il faut vraiment réagir tout de suite, tout de suite. Maintenant, il y a des causes qui peuvent être environnementales. On va en parler après aussi. Donc, déjà, ça, c'est toute une série de choses qui peuvent déjà être modifiées avant de consulter, mais en aucun cas, ça ne doit pallier à une consultation si votre animal a des écoulements au niveau du nez. Alors justement, peut-être avant de rentrer dans les différentes causes et les traitements, le lapin a une particularité au niveau de son anatomie et je crois que vous vouliez nous expliquer quelles étaient ces particularités et comment elles peuvent expliquer que justement la rhinite c'est quelque chose d'assez grave chez le lapin. Oui, on a des petits schémas, je pense à montrer. On en a un Oui, alors maintenant. on peut peut-être regarder le premier schéma. Donc c'est un schéma qui peut paraître compliqué, je vous laisse le commenter. Alors, en fait, ce qu'on voulait montrer par ce schéma, c'est vraiment l'importance et la place que prennent les cavités nasales par rapport à un crâne de lapin. Donc, on se rend compte que toute la partie, bon, maintenant, je ne peux pas vous montrer en même temps, on peut peut-être prendre l'autre schéma. Oui,
Alors attendez, je vais Pour l'enlever. Voilà voilà, celui-là. pour délimiter plus facilement. Ici, en fait, on a une tête de lapin. Si on regarde sur la gauche du dessin, on voit les petites dents pour vous orienter plus ou moins. Et on voit vraiment que sur tout le dessus, donc c'est la zone qui a été colorée en bleu, on est sur les cavités nasales et sur les sinus, donc sur les voies respiratoires. Donc ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de place par rapport à l'entièreté du crâne du lapin. Et en fait, sa particularité est que le lapin ne peut respirer uniquement que par le nez. Donc le lapin ne peut pas respirer par la bouche, contrairement à nous, à cause d'une particularité anatomique. Donc, si vous plaquez votre langue sur le plafond de votre cavité buccale, vous allez toucher votre palais dur. C'est exactement la même chose chez le lapin. Et en arrière, on a ce qu'on appelle le palais mou ou le voile du palais qu'on a aussi. Sauf que chez le lapin, il est très, 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 très long. Et il va venir empêcher la communication entre la cavité buccale et la trachée. Donc, si le lapin se retrouve avec ses voies respiratoires hautes, donc avec ses cavités nasales qui sont bouchées, s'il veut respirer par la bouche, il ne peut pas. Ce qui veut dire que si un jour vous voyez votre lapin qui est en train d'essayer de respirer par la bouche, c'est une urgence vitale avec un pronostic vital qui est déjà engagé. Donc ça, c'est une des particularités du lapin et qui peut être très contraignante parce que là où nous, enfin plutôt un chien ou un chat va se retrouver avec les cavités nasales encombrées, il va pallier en ouvrant la bouche, il pourra quand même respirer. Le lapin ne pourra pas le faire. Donc il ne faut vraiment pas attendre que ce soit trop tard et il faut vraiment prendre les choses rapidement en charge. Donc en fait, pour être bien clair et résumer ce que vous dites, hein, parce que c'est pas toujours simple, hein, donc à l'endroit où il y a l'intersection du rouge et du bleu, on voit qu'il y a une petite languette qui s'appelle Exactement. l'épiglotte, hein, on a la même chez nous, Ouais. sauf que, alors c'est une languette, c'est un clapet, hein, qui vient boucher la trachée pendant qu'on mange, sauf que vous voyez que cette languette, quand elle se soulève pour laisser passer l'air, elle bloque tout de suite avec le palais. Donc, alors que chez nous, il y a un espace, ça nous permet éventuellement de respirer par la bouche. Donc là, effectivement, c'est l'un ou l'autre, mais on n'a pas les deux. Voilà, c'est ça, hein. Tout à fait ça. Bon, alors, donc ça, c'est quelque chose de très très important puisque effectivement, si on a le nez qui bouge, qui est nez complètement bouché, c'est une urgence. Alors maintenant qu'on a vu ces particularités anatomiques, on va essayer de comprendre finalement pourquoi les lapins font des rhinites. Et une fois qu'on aura compris pourquoi, on verra comment on peut essayer de les soigner. Donc il y a pas mal de causes ou d'étiologies, on dit ce mot-là en médecine, et on va passer en revue ces différentes causes de la rhinite. Oui, alors il y en a énormément. Si on essaye de les regrouper en catégories, on dira qu'on a 7 grandes catégories de causes ou d'étiologies, comme vous venez de dire, pour les rhinites. La première, qui est la plus fréquente, c'est la cause environnementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lapin se retrouve avec une inflammation de ses cavités nasales à cause de l'environnement dans lequel il vit. Alors, le lapin, je dis toujours à mes clients, imaginez-le vous. À l'extérieur. Donc, un lapin, ça vit dehors, dans un air souvent qui n'est pas pollué, qui est relativement sain. Ça vit dans un terrier, ça vit dans un endroit qui est propre. Et parfois, malheureusement, il y en a toujours beaucoup qui se retrouvent en cage, dans des endroits qui sont très, très poussiéreux. Parfois, où la cage n'est pas nettoyée tout le temps, tout le temps. Donc, on peut se retrouver avec pas mal de choses dans l'environnement qui posent problème. La première des choses qui pose problème le plus fréquemment, c'est les litières. Alors, les litières, c'est une véritable catastrophe. On vend de tout dans le commerce et malheureusement, tout n'est absolument pas adapté. Pour essayer de faire bref, dans les litières qu'on conseille, il y en a 2. Il y a clairement la litière de chanvre qui fait l'unanimité et qui est vraiment le top du top. Et pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que premièrement, elle n'est pas irritante pour les voies respiratoires. Elle est poussiéreuse, mais un petit peu, en tout cas beaucoup moins que les autres. Elle absorbe correctement. Elle ne pose pas de problème au niveau des pattes non plus, donc c'est vraiment une litière qu'on va conseiller. Ensuite, on a la litière de papier recyclé qui, au niveau écologie, est top aussi, qui est vraiment très peu irritante pour les voies respi, très peu poussiéreuse. Donc, c'est vraiment 2 litières qui sont vraiment très, très chouettes. À côté de ça, on a toutes les autres litières qui, malheureusement, se retrouvent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de litières de lapin. C'est les fameuses litières de copeaux de bois. Parfois aussi les litières de pelés.
Le problème de ces litières, c'est qu'elles sont faites à base de résineux, donc de différents sapins qui contiennent en fait ce qu'on appelle des phénols. Donc, c'est des substances qui sont très irritantes et très toxiques pour les voies respiratoires du lapin. Alors nous, étant donné que quand on fait la cage ou autre, on est quand même beaucoup plus haut qu'eux, ça ne nous gêne pas trop. Eux, il faut bien se les imaginer. Ils sont dedans toute la journée, parfois ils s'y couchent, donc ils ont vraiment la tête dedans. Donc, ce que je dis souvent aussi en consultation, c'est prenez la litière en main et je vous défie de rester 10 minutes le nez dans la litière du lapin, propre évidemment, sans éternuer ou sans être dérangé, en sachant que nous, on a des voies respiratoires qui sont quand même larges et amples, ce qui n'est pas trop le cas du lapin. Donc, tout ce qui est copeaux de bois, tout ce qui est pelé, etc., vraiment à éviter. C'est vraiment un primordial et un impératif si on veut avoir une litière et un environnement correct pour le lapin. Je conseille également de ne pas mettre de la litière sur toute la surface ou tout l'endroit où le lapin vit. Il y a des tapis, je ne peux pas citer de marque, mais des tapis qui sont faits exprès pour les nacs qui sont vraiment top. Donc, moi, je conseille de mettre ce tapis-là et donc une litière avec ou du chanvre ou des petits papiers, des petits pellets de papier recyclé. Donc ça, c'est déjà une première chose pour la litière. Alors, peut-être là, on va demander à Vivienne s'il y a des questions sur le sujet, peut-être on peut en prendre. Ce qui est important peut-être aussi de dire, c'est l'habitat du lapin. Je pense qu'il y a une grande différence entre un lapin qui vit dans un espace très petit. Alors, j'ose pas dire qu'il y a encore des lapins qui vivent dans des cages, mais malheureusement, je crois que ça arrive. Donc ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose à éviter. Mais je pense que ça a beaucoup d'importance, d'autant plus que le lapin est dans un espace assez réduit, c'est ça? Exactement. Alors, l'espace et l'hygiène de la litière, ça va jouer pour beaucoup parce que dans les urines du lapin, il y a de l'ammoniac. Et l'ammoniac, pour les voies respiratoires, c'est pas bon. Donc, la litière qui n'est pas adaptée, plus les urines, ça fait quand même beaucoup. Alors, si le lapin est dans un très grand espace, qui va juste dans sa litière, le temps de faire ses besoins et qu'il en sort, forcément, il sera moins en contact avec toutes ces substances irritantes qu'un lapin qui va vivre dans sa cage et qui vit dans ses crasses en permanence. Donc, bien évidemment, la taille de l'endroit qui lui est dédié va jouer beaucoup. Et au niveau de l'environnement aussi, il y a toutes les poussières autres que la litière. Donc, il y a le foin qui est super important aussi. Un foin qui est poussiéreux n'est pas du tout adapté à un lapin. Il y a tout ce qui est température aussi. Donc, le lapin supporte beaucoup plus facilement le froid que le chaud. Un climat qui va être trop chaud, une température trop haute dans une pièce va venir déranger le lapin aussi au niveau du respi. Les courants d'air aussi, chose vraiment à éviter. Parfois, on ne se rend pas trop compte. Simplement en vous mettant à hauteur de l'espace de vie de votre lapin et allumer un briquet. Et si la flamme ne bouge pas, il n'y a pas de courant d'air. Si par contre ça bouge, il ne faut pas laisser le lapin à cet endroit-là parce que ça peut être problématique. Et parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a des chaussures, on a des chaussettes. Et nous, on ne sent pas le courant d'air qui passe alors qu'eux, ils vivent en plein dedans. Est-ce que tu as des questions, Vivienne, sur la partie litière, environnement, pas Non, particulièrement? pas spécialement. Pas spécialement, non? Peut-être l'humidité aussi, non? L'humidité? Ouais. Oui, alors l'humidité. Alors un air sec, forcément, ça va venir assécher et irriter les voies respiratoires d'un lapin. Donc, c'est pas du tout conseillé. Par contre, l'inverse, un endroit trop humide, non plus, parce que ça va aider à la prolifération bactérienne, etc. Donc, généralement, on dit qu'une hygrométrie à 60%, c'est pas mal. On trouve dans les animaleries des petits hygromètres, ça coûte rien du tout. On peut placer ça dans l'espace de vie du lapin et ça nous permet de contrôler le taux d'humidité qu'il y a dans son environnement. Ça peut être pas mal et ça peut éviter pas mal de petits soucis aussi. J'ai une question sur Priscilla qui demande si la litière végétale de rafle de maïs est Oui, adaptée. je viens de la passer à l'écran, effectivement. C'est bon. Alors, j'ai pas de souci au niveau irritation, au niveau toxicité pour les voies respiratoires. Le problème du maïs, c'est qu'il y a pas mal de lapins qui le mangent et on a déjà eu pas mal de soucis de digestifs avec des lapins qui arrivent en dilatation d'estomac parce que ils s'étaient fait plaisir dans leur litière et ils avaient tout mangé. Donc, d'un point de vue respiratoire, j'ai pas de problème, mais je la conseille pas pour les raisons que je viens d'évoquer quand même. Alors, il y a une autre Oui. question. Mathieu qui demande s'il y a des produits ménagers à éviter.
Alors, oui, bah oui, tout ce qui est abrasif, tout ce qui est irritant, il faut éviter. Donc, idéalement, nettoyer avec des choses les plus neutres possibles, qui vont laisser le moins de dépôts chimiques dans la cage et qui vont venir le moins déranger possible les cavités respi du lapin. Donc, avec un truc le plus neutre possible, plus c'est neutre, mieux c'est. Voilà, j'ai Séverine qui demande aussi est-ce qu'un appartement insalubre avec des moisissures peut influer sur l'état du lapin? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme pour toute espèce, comme pour nous, hein. C'est un petit peu ce que je viens de dire. Un lapin, ça vit normalement dans un air qui est sain et qui est pur. Ici, avec des champignons, des moisissures, etc., c'est vraiment, vraiment pas adapté. De plus, ça rejoint le taux d'humidité trop haut, qui aide aussi à la prolifération de toutes ces bactéries dans les cavités nasales. Donc oui, bien sûr, ça peut être problématique et ça doit vraiment être évité. Pour rester sur la litière, encore une question sur les pelés de paille. Alors, généralement, c'est très poussiéreux. J'aime pas trop les pelés. Alors, c'est pas spécialement pour les voies respiratoires, mais c'est plutôt pour le confort au niveau des pattes. Le lapin n'ayant pas de coussinet, c'est pas le sujet, mais on va quand même faire un petit écart dessus. C'est vraiment pas confortable pour eux et donc ils se retrouvent souvent avec des lésions de pododermatite au niveau du talon, simplement parce qu'ils sont dans leur litière tout le temps et qu'à force de frotter, il y a des lésions qui apparaissent. Donc, les pelés, je suis pas trop pour. Et la paille en tant que telle, ben, généralement, c'est relativement poussiéreux et ça absorbe pas terrible. Donc, moyen, moyen. On a une autre question, mais on a déjà répondu à base de papier recyclé ou de fibres de coco. On a répondu. Donc on va peut-être continuer. Oui. Alors, on a vu donc la première cause qui est environnementale. On a déjà un petit peu parlé quelque part du traitement, mais on reviendra tout à l'heure sur les traitements. Une autre cause, alors fréquente, de rhinite chez le lapin. Oui, ben, malheureusement, c'est toutes les causes qui sont infectieuses, qui sont très, très, très fréquentes. C'est tout ce qui est bactéries. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a qui sont plus connues que d'autres. Il y a des maladies qui sont plus problématiques que d'autres aussi. Bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la pasteurellose, qui est quand même une maladie chez le lapin qui est très fréquente et qui est très problématique dans le sens où la pasteurelle est une bactérie dont on n'arrive vraiment jamais à se débarrasser. Donc, on va arriver à calmer la symptomatologie du lapin. On va arriver à ce que le lapin vive confortablement, mais à chaque stress, à chaque petit coup de froid, à chaque petit coup de baisse d'immunité, il y a le risque que la bactérie reprenne le dessus. Par rapport Est-ce à qu'il y la... a des, Ouais. Aurélie, est-ce qu'il y a des signes spécifiques pour la pasteurellose? Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une rhinite, la Alors souvent, pasteurellose ou autre chose? le lapin arrive avec vraiment le nez tout encombré, avec du pus dans les cavités nasales, des éternuements. Maintenant, la pasteurellose, elle fait plein d'autres signes cliniques aussi, mais la plupart du temps, c'est des pathologies respiratoires donc, qui vont montrer des signes respiratoires. Pardon. D'accord, je vous ai coupé. C'est pas grave. On continue alors avec Ouais, les formes infectieuses. par On rapport, avait juste terminé, non? Non. une petite parenthèse avec les causes infectieuses et notamment les bactéries, c'est la cohabitation Kobe-lapin qu'on retrouve encore fréquemment et notamment très 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 souvent en animalerie. Alors sur le plan de l'entente, c'est deux espèces qui s'entendent généralement bien et qui sont plutôt sympas. Par contre, sur le plan médical, c'est assez problématique parce que le Kobe peut être porteur sain, donc ça veut dire qu'il peut avoir la bactérie, mais lui ne développer aucun symptôme et donc vivre très très bien avec la bactérie. Donc le Kobe peut être porteur de pasteurelle. Tandis que le lapin peut être porteur de Bordetella, qui est une bactérie qui peut poser vraiment des gros, gros problèmes aussi chez le Kobe. Donc, les deux peuvent se refiler chacun mutuellement leur bactérie avec laquelle eux vivent très bien, mais qui peut vraiment poser problème. Donc, la cohabitation entre les deux, c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup et qu'il faudrait vraiment éviter pour éviter tous les soucis respiratoires. Très bien. Bon, on va continuer sur les causes infectieuses. On avait fait à peu près le tour Il reste les pathologies virales aussi, dont on ne parle Ouais, pas beaucoup et qui sont souvent sous-diagnostiquées. On va juste faire un bref passage dessus. Il y a la myxo, donc la myxomatose, qui est une maladie contre laquelle on vaccine le lapin. Généralement, on s'imagine le lapin avec des nodules et on voit les fameux myxomes. C'est comme ça que c'est à ce à quoi on pense pardon, quand on parle de myxomatose. Mais il y a aussi la forme respiratoire de la myxo qui va vraiment venir créer ce même schéma de symptômes. Donc, vaccinez vraiment vos lapins. Piqûre de rappel, encore une fois, mais c'est vraiment important. Et autre chose aussi, c'est l'herpès.
dont on avait parlé la dernière fois, c'est pas énormément décrit. On n'en parle pas beaucoup, mais l'herpès de l'humain, donc simplement quand on a un herpès labial ou ce genre de choses, on déconseille toujours vivement d'aller, ben, comme beaucoup font, d'aller faire des bisous aux lapins, etc., parce qu'on peut les contaminer. Alors chez lui, ben, ça va faire des symptômes qui sont plutôt neurologiques, mais on n'a pas de traitement, comme c'est un virus. Et donc, généralement, donc, du coup, quand vous êtes un petit peu pris au niveau herpétique, ben, n'allez pas trop câliner votre lapin. En tout cas, ça peut être problématique pour lui. Surtout au début, hein, puisqu'en fait, il y a beaucoup de sécrétion de virus au tout début quand vous avez l'habitude de faire un bouton de fièvre. Quand ça commence à picoter et que vous savez que ça va peut-être sortir, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention et éviter les contacts. C'est Voilà. le docteur qui parle, hein, là. En médecine humaine, hein, pas en veto. Alors Oui. Aurélie, on va continuer. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Peut-être on parlera tout à l'heure des antibiogrammes sur la partie infection, mais on va peut-être continuer donc avec les causes de rhinite. Donc on a vu l'environnement, on a vu les causes infectieuses et étiologie suivante, cause suivante. On a les causes dentaires qui sont aussi malheureusement fréquentes. Les problèmes d'alimentation chez le lapin, c'est encore quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup trop. Et avec des problèmes dentaires, ben, on peut avoir plein de problèmes. Ce qui arrive encore fréquemment, c'est que les dents du lapin ont des racines qui ont vraiment une taille relativement importante, qui sont présentes ben, en haut et en bas, mais ici dans l'os maxillaire, et qui parfois peuvent percer et arriver dans les cavités nasales. Donc comme sur le schéma qu'on voyait tout à l'heure, voilà, on peut se retrouver avec une dent. Ouais. Si on voit le schéma ici, les dents sont dessinées aussi. Les racines peuvent se retrouver en plein milieu des cavités nasales et des sinus. Et bien évidemment, le corps n'aime pas trop ça et va réagir la plupart du temps avec de l'infection et ce genre de choses. Donc, on peut avoir des origines dentaires orinites. On ne va pas se rendre compte qu'il y a une dent qui traverse la mâchoire du lapin, mais par contre, on va avoir un lapin qui va éternuer, qui va avoir un jetage purulent et l'origine est dentaire. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention aussi. Très bien. Les causes, encore une autre cause, parce qu'il y en a beaucoup hein, finalement. Hein. Il y en a beaucoup. Encore une qui est quand même relativement fréquente et qui concerne surtout les lapins béliers, c'est les causes auriculaires. Donc, les lapins béliers sont prédisposés de par l'anatomie de leurs oreilles à développer des otites. Et le problème, c'est que l'oreille moyenne communique avec les cavités nasales. Donc, si j'ai une otite qui n'est pas traitée, je risque de venir aussi contaminer mes cavités nasales et me retrouver avec une infection à plusieurs endroits, simplement à partir d'un endroit au départ. Donc ça, c'est les choses vraiment très, très, très fréquentes. Je veux dire, c'est les trois choses les plus fréquentes qu'on peut retrouver. Alors après, il y a des causes un petit peu bêtes, hein, comme le brin de foin qui va rentrer à l'intérieur des sinus. C'est quelque chose de fréquent, ça? Hein. Alors, de fréquent, non, mais parce que généralement, on les voit pas on les voit pas pour ça, pardon, parce que ça passe, ils arrivent à s'en dépêtrer tout seuls. Mais en effet, parfois, un petit morceau de foin, une petite brindille qui vient piquer, il vient se planter dans la muqueuse. Le lapin va éternuer, 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 jeter, mais généralement, ils arrivent à s'en débarrasser tout seuls. Mais c'est des choses qui arrivent, oui. Très bien. Alors ensuite, euh, nous, on fait des polypes, on a des petits problèmes. Ça existe chez le lapin? Oui, ça arrive. C'est pas spécialement fréquent non plus, c'est pas ce qu'on voit le plus, mais oui, tout ce qui est polype, tout ce qui est tumeur, malheureusement, ça existe aussi chez eux. Alors on n'a pas parlé d'une cause quand même super fréquente chez l'homme, c'est l'allergie. Est-ce que les lapins eux aussi sont allergiques et font des rhinites allergiques? Alors, oui, c'est possible. Maintenant, c'est pas hyper évident à diagnostiquer. Généralement, on ne part que sur la rhinite allergique que quand on a pu exclure tout le reste. Donc, quand on est dans un environnement tip-top, que quand on est sûr qu'il n'y a aucune bactérie, qu'il n'y a aucun virus, que les dents sont nickel, que les oreilles sont nickel et qu'on a tout essayé, tout mis en place comme il faut et que le lapin continue à éternuer au contact de certaines choses, alors oui, on peut penser aux allergies. Maintenant, chez le cheval, chez le chien, chez le chat, on peut encore dépister certaines allergies et encore, c'est pas toujours évident de mettre le doigt sur l'allergène problématique. Chez le lapin, c'est encore plus compliqué. Donc, mais généralement, c'est rare et généralement, ça rentre dans l'ordre quand on a déjà exclu tout le reste. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur Vivienne, sur les causes, Bah, sans rentrer encore dans le traitement, ensuite on va voir le diagnostic et le non, c'est traitement. essentiellement des gens se posent la question, ils prennent des petits lapins en animalerie
Comme moi j'ai récupéré Blue et on récupère un petit lapin qui éternue et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Quels sont les premiers gestes à avoir Ah ben, pour pas que ça devienne chronique ou que leur état empire, quoi. C'est ça qui inquiète les gens. je vous rejoins hein, parce que moi je l'ai fait 2 fois. Mes 2 lapins, c'était tous les deux des soucis respiratoires. Donc je vous comprends totalement. La première chose à faire clairement, c'est de l'emmener voir un vétérinaire NAC. C'est la première chose. Vraiment, il ne faut pas attendre que ça passe. Il ne faut pas se dire on va attendre quelques jours. Vous prenez rendez-vous chez votre vétérinaire, vous allez voir et lui va pouvoir clairement. Il faut trouver d'où vient le problème. Donc comme ça, seul, vous ne pouvez pas y arriver. Il y a toute une méthode de diagnostic et toute une auscultation qui se fait autour du lapin et qui va permettre d'orienter un éventuel traitement. Alors c'est sûr, ça fait peur parce que ça peut devenir vraiment problématique. Donc allez tout de suite chez un vétérinaire qui va vous aiguiller le mieux possible vers les différentes choses dont on parlera encore tout à l'heure. Mais c'est super fréquent, malheureusement. Alors, Et oui, ouais. Juste autre chose allez-y. aussi, par rapport au lapin d'animalerie, il faut faire attention aux quarantaines. Parce que souvent, on prend un petit lapin, puis hop, là, on vient le remettre à la maison avec les lapins qui sont à la maison, et là, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce que simplement, peut-être que les lapins qui sont chez nous, ils sont très bien, ils n'ont pas de symptômes, mais peut-être qu'ils sont porteurs de certaines bactéries. Au contact du nouveau lapin qui va arriver, il y a un stress qui va avoir lieu, et le stress fait baisser le système immunitaire. Et donc, peut-être que notre petit lapin, à nous, qui va très bien, au contact du nouveau qui va arriver, va déclencher certains symptômes aussi. Donc ça, c'est une première chose à laquelle il faut faire attention. Et quand on ramène un lapin comme ça, dont ses os avec on ne sait quel germe dans les voies respiratoires, il faut toujours faire une quarantaine. Alors, les gens ont tendance à faire une quarantaine d'1 ou 2 jours. Une quarantaine, c'est 40 jours. Donc, il faut vraiment le mettre à part pendant un temps certain, bien se laver les mains, avoir des mesures d'hygiène qui sont vraiment importantes et vraiment être sûr que le lapin ne présente rien du tout comme symptôme avant de les mettre en contact. Oui, ça, je crois que c'est vraiment important. Ça, c'est de la prévention. Oui. Euh, donc, je vois qu'il y a pas mal de questions. Bon, il y en a, on a déjà répondu. Est-ce qu'un lapin peut éternuer sans raison? Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose qui vient chatouiller et qui vient. C'est comme nous, quand on éternue, souvent qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Donc, éternuer sans raison, non. Généralement, l'éternuement, il est déclenché par quelque chose qui dérange. Alors, il y a Il y a Cassandra aussi, ça c'est. Ma femelle l'a sous forme chronique et l'a transmise par hérédité. Est-ce qu'il y a des rhinites Voilà. héréditaires? Alors, héréditaire, c'est un peu compliqué. De toute façon, quand la femelle va mettre bas, elle va être au contact direct de ses petits. Donc, est-ce que c'est passé directement par hérédité ou est-ce qu'il y a eu un contact direct dès la naissance? C'est un petit peu compliqué, mais c'est sûr que la plupart du temps, c'est contagieux. Donc, le risque en mettant des lapins en contact avec un lapin qui est infecté, c'est de contaminer tout le monde et d'être dans de beaux draps parce qu'on a un petit peu du mal à en sortir. Enfin, en tout cas, c'est pas une maladie génétique, hein. C'est plus lié à l'environnement. Frédéric demande si l'homéopathie peut fonctionner dans ces cas-là. Alors, je vois l'autre docteur qui rigole aussi. Non, 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 mais je pense que c'est comme pour les hommes. Après, mais bon, je vous laisse répondre. Ah oui, bah oui. Alors, ça dépend un petit peu. Quand on a des bactéries qui sont vraiment méchantes et qui sont vraiment problématiques, qui sont résistantes à pas mal d'antibiotiques, etc., j'ai un petit peu du mal à croire. Maintenant, c'est ma conviction personnelle à croire que simplement des plantes vont arriver à se défaire de certaines bactéries. Maintenant, quand on a des lapins qui sont suivis depuis longtemps, etc., qui ont des inflammations chroniques ou autres, je ne suis pas contre le fait de penser que ça peut améliorer leur confort, donc les rendre plus confortables. Mais j'ai du mal à croire qu'on peut traiter clairement des rhinites chroniques purulentes et bien dégueulasses avec simplement des plantes. Mais c'est mon avis personnel. Bon, on va passer maintenant au diagnostic. Oui, Donc, vous avez une pratique exclusive dans l'ENAC, donc vous voyez peut-être pas forcément des rhinites au début, mais on va essayer de prendre quand même au début. Donc, quand on vous amène un lapin qui a une rhinite, par quoi on commence comme examen? Alors, j'imagine déjà l'examen clinique. Comment oui. ça se passe?
Alors, généralement, on commence, avant même de faire un examen clinique, on passe par une anamnèse. Donc, ça veut dire qu'avec le propriétaire du petit lapin, on va discuter de tout son environnement, de comment il vit, de comment il est installé, d'où il vient, de ses antécédents, etc. Ça peut déjà nous aiguiller, nous orienter vers une cause plus qu'une autre. Et généralement, l'environnement, c'est excessivement rare quand j'ai des clients qui viennent pour la première fois en consultation et que l'environnement est tip-top nickel. Il y a souvent des choses qui sont problématiques. Ça, c'est les premières choses qui sont d'office d'emblée corrigées et qui, généralement, la plupart du temps, peuvent déjà bien améliorer, pour ne pas dire totalement régler le problème. Ensuite, oui, il y a l'examen clinique, donc il y a l'examen général du lapin, où là, on va le sculpter sous toutes les coutures et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors souvent, quand ils viennent pour une rhinite, c'est comme j'ai dit au tout début, on va les retrouver avec les petits poils de part et d'autre des narines qui sont collés. Avec les faces avant qui sont sales, le fait de simplement aller jouer au niveau du nez, on éternue, ou alors simplement pendant l'anamnèse, on les entend encore qui éternuent dans leur cage. Ce qu'on fait dans ces cas-là, quand je vois le lapin pour la première fois, c'est sûr que je ne vais pas me ruer sur les examens complémentaires et je vais pas, on va y aller gentiment et calmement au départ. Donc, si je me rends compte qu'il y a une infection purulente et que donc il y a du pus, donc c'est des sécrétions qui sont blanches chez le lapin au niveau de son petit nez, c'est sûr que l'antibio, on va y passer. Alors, l'idéal, c'est de ne pas mettre un antibiotique comme ça, un petit peu à l'aveugle. Donc, on conseille toujours de faire des antibiogrammes. Donc, ça veut dire quoi? Avec un petit écouvillon, comme un grand coton-tige stérile, on va, idéalement sous anesthésie gazeuse pour pouvoir aller le plus loin possible, rentrer dans la cavité nasale du lapin et tourner avec notre petit coton. Ça va nous permettre d'aller prélever la flore qu'il y a là à l'intérieur, voire même parfois le pus. Et on va envoyer ce petit écouvillon au laboratoire en lui demandant de faire une recherche de bactéries. Donc, le labo va nous mettre en évidence certaines bactéries, parfois une, parfois plusieurs. Et à côté de ça, on leur demande en plus de faire un antibiogramme, en plus de la bactériologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont nous essayer tous les antibiotiques qu'on utilise fréquemment chez le lapin sur la bactérie qui aura poussé. Et ça nous permettra de voir quel antibiotique fonctionne moyennement ou ne fonctionne pas du tout. Donc là, on va avoir une antibiothérapie qui va être raisonnée, donc c'est ce qu'on cherche de plus en plus pour le moment, plutôt que de mettre un antibiotique comme ça à l'aveugle. Donc généralement, on fait un écouvillon, on met un antibiotique qu'on appelle de première génération, donc vraiment assez léger, ciblé sur les voies respiratoires, parce qu'il faut quand même 5 à 7 jours pour avoir les résultats d'une bactériologie. Donc on ne va pas laisser encore le lapin une semaine de plus sans traitement. Donc ça, c'est les choses qu'on fait classiquement. On fait un écouvillon, on met sous antibiotiques, souvent sous anti-inflammatoire aussi pour un petit peu couper le cercle vicieux, étant donné que les petites muqueuses sont toutes gonflées, toutes inflammées. Ça n'aide pas le lapin à se remettre, donc on met antibio, anti-inflammatoire et on combine souvent avec des aérosols aussi pour vraiment les aider à se dégager au niveau des voies respiratoires. Alors, donc ça, c'est première étape diagnostique. Donc, si on n'arrive pas avec les traitements, on va rester toujours dans le diagnostic. On va passer à des examens un peu plus compliqués. Alors, radio, scanner, Oui. qu'est-ce qu'on fait alors? Alors ça, c'est vraiment des examens sur lesquels on ne se jette pas tout de suite. Souvent, quand j'envoie au scanner, c'est quand je vois un lapin qui soit m'est référé, soit qui éternue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, sur lesquels d'autres vétérinaires ont déjà fait ont déjà fait des bactériologies, ont déjà fait plein de choses, ont déjà mis plein de traitements en place, mais malgré ça, il n'y a rien qui passe. Donc à ce moment-là, le lapin part au scanner. Donc, c'est un examen d'imagerie qui, à mon sens, est le plus adapté pour vraiment comprendre ce qui se passe. On a la radiologie aussi, mais qui va nous montrer des vues en 2D, pardon, par rapport au scanner, où on est sur des vues en 3D. Donc, qui va nous permettre de moins bien se rendre compte de ce qui se passe et peut-être de passer à côté de certaines choses. Mais sur le plan purement pratique, ça coûte sacrément moins cher. Donc, c'est sûr que, voilà, parfois, on n'a pas le droit d'aller au scan, on se contente de la radio, mais c'est 100 fois mieux de pouvoir aller au scanner et beaucoup plus confortable pour nous. Ça nous permet de ne pas passer à côté de certaines choses. Et là, le scanner, en fait, va nous permettre une vue 3D de l'entièreté du crâne du lapin. Donc, on va pouvoir voir toutes les cavités nasales, on va pouvoir voir les dents, on va pouvoir voir l'oreille. Et généralement, on a pas mal de surprises au scan. Et on passe souvent à côté à la radio. Donc en fait, le scanner, c'est quand vraiment on a une rhinite qui répond pas au traitement, on a corrigé l'environnement, on a déjà vu plusieurs vétérinaires et ça continue. Donc là, si on veut aller plus loin et avoir un traitement un peu plus ciblé, il faut essayer vraiment de comprendre ce qui se passe et là, on fait un scanner. Voilà. Exactement.
On va jamais sur un scanner sur une première visite de lapin qui éternue, donc ne vous dites pas ouais, elle a dit que si le lapin éternue, on va au scanner et ça coûte cher. Faut pas du tout penser ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être mises en place et qui peuvent régler le problème sans souci. Mais le scan, c'est sur les rhinites chroniques qui passent pas, où le lapin est de plus en plus gêné et il faut pas trop attendre parce que le pus a quand même une action lytique, donc le pus s'arrange et on peut se retrouver avec une partie des cavités nasales qui se retrouve atrophiée suite à une infection de trop longue durée. Alors, on va passer peut-être au traitement, et puis on Oui, verra éventuellement à nouveau les examens en fonction des traitements. Donc, là aussi, j'imagine qu'on démarre crescendo et que le traitement, il est intimement lié à l'étiologie, c'est-à-dire à la cause de la rhinite, si on arrive à la définir. exactement. Maintenant, on part généralement vraiment sur des choses qui sont gentilles. On part pas sur des antibiotiques très forts dès le départ. Maintenant, il se peut que par la suite, on doive combiner plusieurs antibiotiques. Les antibiotiques, ça se donne, je pense que là, on a des vidéos à vous montrer, ça se donne par voie orale ou ça peut aussi être administré par aérosol, donc par inhalation. Quand on veut vraiment avoir une action en local, on peut parfois combiner les deux ou ne donner que du péros et donner dans les aérosols, mettre simplement du liquide physiologique ou alors des choses, des mucolytiques. Ce sont ces petites molécules qui vont venir fluidifier les sécrétions qu'il y a dans le nez, étant donné que souvent c'est très compact. Et donc, du coup, l'aérosol va avoir pour but de fluidifier tout ça. Et souvent, après un aérosol, un lapin qui a une rhinite va éternuer beaucoup. Et justement, c'est bon signe parce qu'il arrive à évacuer tout ce qui s'est accumulé et tout ce qui le gênait dans ses cavités nasales. Donc, je pense qu'on peut peut-être montrer les vidéos. Oui, on va montrer. Avant, il y a une question. Il y a quelqu'un qui demande si on peut utiliser les sprays qu'on utilise chez l'homme de sérum physiologique. Alors, déjà, pour aller arriver à mettre le spray dans le nez du lapin, honnêtement, je serais curieuse de voir. Parce que le lapin, il a plein de petites glandes et il y a vraiment une très grande sensibilité au niveau des cavités nasales et de la bouche. Donc, déjà, pour arriver à lui mettre le spray tout près, et quand il va prendre le spray, à mon avis, il va sauter. Donc ça, c'est pas le spray, je suis pas pour. Maintenant, dans les sprays nasaux, je ne serais pas non plus d'avis de vous dire de l'utiliser. Il y a des traitements qui sont vraiment adaptés aux animaux et il y a des traitements exprès pour les NAC. Donc, j'irai pas mettre des médicaments humains, en tout cas sur un lapin. Pas ceux-là, en tout Alors, cas. d'accord. Donc c'est clair, donc pas conseillé, hein. Alors on va regarder peut-être vous avez fait une vidéo qui est assez intéressante parce que un des problèmes, surtout avec les antibiotiques, c'est de savoir les administrer. Et c'est jamais simple pour un propriétaire d'un lapin de le faire. Donc on va regarder une vidéo et je vais vous laisser la commenter. Oui. Ça empêche que le lapin se retourne, ça empêche que le lapin vous morde. Donc, c'est vraiment une sécurité et un confort pour vous si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez peur, de l'emballer dans l'essuie. Maintenant, il y a parfois des gens qui essayent, qui tendent la seringue comme ça. Alors, si l'antibiotique ou si l'anti-inflammatoire ou le médicament a bon goût, certains lapins prennent l'habitude de venir carrément téter à la seringue. C'est rare. Donc, généralement, c'est plutôt la guerre à la maison quand il faut mettre quelque chose dans la bouche, de par le fait qu'il y ait plein de petites glandes et que ce soit vraiment un endroit qui est très sensible, simplement aller mettre son doigt, le lapin il saute. Donc aller mettre un Euh, médicament dans la bouche, c'est parfois encore un petit peu plus compliqué. Aurélie, je crois que malheureusement le son a été coupé pendant la diffusion du film parce que j'ai une Ah, coupure automatique. Donc bon, en fait, il y a des, c'était expliqué. Donc il y a les deux méthodes hein, pour c'est tenir ça. le lapin. Soit il est gentil, soit il bouge pas mal. Hein, c'est ça. Voilà, soit il est Et gentil, soit il ce est que un vous peu expliquez qu'on agressif. n'a peut-être pas entendu, c'est vraiment qu'il faut le mettre à hauteur et pas le laisser, pas le faire par terre. Hein, c'est ça. Alors en fait, quand le lapin est par terre, il est chez lui. Donc il est maître, il est roi et souvent il supporte pas grand-chose. Donc le fait de le mettre sur hauteur, bien évidemment en prenant les précautions pour qu'il ne tombe pas,
il va être un petit peu inhibé, il va un petit peu être calmé. Maintenant, si vous le mettez sur une table et que vous n'avez pas l'habitude de manipuler, emballez-le vraiment dans un essuie, ça peut vraiment éviter des chutes. Mais en effet, le fait d'aller lui donner par terre, moi je sais que sur mon propre lapin, si je le mets sur une table, il ne va pas bouger, je vais pouvoir faire ce que je veux. Si je reste par terre, je vais me faire mordre. Simplement, ça les calme vraiment et ben, ils ne sont plus en position de force puisqu'ils ne sont plus chez eux. Donc clairement, n'essayez pas d'aller donner le médicament dans leur cage, sauf si vous avez vraiment une crème de chez Crème. N'essayez pas. Très bien. Sinon, des Oui. astuces sinon pour donner les médicaments avec la nourriture? Alors, non, pas trop, parce que souvent, en plus, c'est des quantités, enfin, il faut donner en liquide, ou alors vous pouvez les diluer dans des petits jus, genre des jus de pommes, etc. Mais ça veut dire que la quantité à administrer va être encore plus importante. On va liquéfier le produit, donc le lapin va avoir plus facile de cracher. Donc, clairement, c'est pas quelque chose qu'on conseille. Et autre chose aussi que j'y pense, parce qu'il y en a pas mal qui me le disent, c'est qu'ils prennent les lapins comme un bébé dans les bras et ils donnent l'antibio. Donc, ça, pour les erreurs de lieu, c'est la meilleure chose à faire. Donc, je la déconseille vivement aussi parce qu'il y a un risque d'aller mettre le liquide où il ne faut pas. Très bien. Donc là, on a vu comment mettre, enfin comment administrer un antibiotique. Donc premier traitement, donc enfin pas premier traitement puisqu'il y a toutes les mesures d'hygiène déjà, mais on a vu l'antibiothérapie. Les autres traitements maintenant, une fois qu'on monte un petit peu dans les choses un peu plus compliquées en termes de traitement. Donc si le traitement antibiotique ne fonctionne pas, ça donne Ouais. pas de bons résultats, on a fait les antibiogrammes, on a trouvé le germe, on n'arrive pas, ça continue. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, le risque, et c'est là que le scanner va nous aider, c'est que l'infection se soit propagée et avancée au niveau du système respiratoire. Donc, souvent, on se retrouve avec un lapin qui a les cavités nasales et les sinus, donc ils sont juste en arrière des cavités nasales, remplis d'infections. La particularité du lapin, c'est que son pus, contrairement à nous, aux chiens, aux chats, nous, notre pus, il est liquide. Ça veut dire que si on a un abcès, on crante l'abcès, ça s'écoule. Chez le lapin, le pus, on le qualifie de caséeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est épais, il est un peu comme de la pâte à dentifrice séchée. Ce qui veut dire que l'antibio ne va pas permettre le drainage de l'infection. Et donc, l'infection va rester en place. On va mettre un antibio, on va calmer la pression d'infection. Donc, souvent, j'ai des lapins qui arrêtent d'éternuer et qui n'ont plus le nez qui coule quand ils sont sous antibio. Dès qu'on l'arrête, quelques jours après, ça recommence. Ça veut dire quoi? Que l'infection n'a pas été traitée, que les germes sont toujours bel et bien présents et qui sont souvent plus haut logés dans le système respiratoire. Alors à ce moment-là, bien évidemment, il faut un scanner au préalable pour voir quelles cavités et quels sinus sont entrepris. C'est la chirurgie. Alors, c'est une chirurgie qu'on ne fait pas depuis très très longtemps et qu'on ne fait pas beaucoup non plus. C'est une chirurgie qui va venir en fait, qui va permettre de vider totalement les sinus et de les flusher, donc de les nettoyer. Donc on peut peut-être montrer la photo de Macaron. Oui. Alors, on va Allons montrer, déjà sur voilà. le petit Macaron. Macaron, en fait, c'est un petit lapin qui éternuait depuis plusieurs années. Si je ne me trompe pas déjà à la base, qui sous traitement allait mieux, mais dès qu'on arrêtait, ça recommençait. Donc Macaron était au scan et ses sinus étaient remplis de pus. Donc on l'a opéré. Alors il a un look un peu bizarre comme ça, parce qu'on rase bien évidemment entre l'œil et le nez toute une face. Par contre, au niveau incision et au niveau comment dire, c'est pas une chirurgie très très invasive parce que l'incision est vraiment très petite, comme on le voit sur la photo du milieu. En fait, on voit pas très bien, c'est un peu flou, mais on rentre deux petits tuyaux. Un premier qui va venir envoyer du liquide physiologique stérile et le deuxième en fait qui va aspirer. Donc, ça permet vraiment de faire un nettoyage. Et sur la photo de droite, on voit toutes les sécrétions purulentes qu'on a pu retirer du petit nez de Macaron. Donc, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est vraiment très petit et il y a quand même une quantité monstrueuse. Donc, forcément, dès qu'on arrête le traitement, on comprend bien que si on a tout ça qui est toujours logé dans les cavités nasales, ça ne peut pas aller. Premièrement, c'est dérangeant pour respirer et puis c'est plein de germes, c'est plein de bactéries. Donc, l'infection reprend à chaque fois. Alors, on a été rapidement sur la chirurgie. Je vous ai, je dirais, envoyé vers cette voie-là, mais on n'a pas parlé de tout ce qui est aérosol, nébulisation. Vous pouvez orienter vers les choses plus compliquées. Voilà, Mais voilà, je vous ai amené tout de suite dans les choses compliquées. Mais effectivement, tout à l'heure, quand on a parlé d'antibio, est-ce que les aérosols, c'est quelque chose que vous donnez systématiquement
en complément de l'antibiothérapie ou pas forcément ou pas dans un premier temps? Ça dépend. Parfois, je le mets en premier temps si le lapin est vraiment fort, fort, fort encombré et qu'on voit que c'est vraiment épais et qu'il est vraiment gêné. Alors à ce moment-là, oui, je le mets en première intention. Sinon, c'est vrai que d'emblée, je le mets pas si c'est simplement des petits. Je le mets surtout si j'entends en fait que ça ronronne, que j'ai un lapin qui râle et que j'entends vraiment que c'est encombré. Alors à ce moment-là, l'aérosol va venir vraiment fluidifier tout ça et aider le lapin à s'en débarrasser. Si j'ai simplement un lapin qui respire sans faire de bruit, sans siffler, sans ronfler, sans que j'entende qu'il y ait du liquide dans les cavités, alors à ce moment-là, non, j'en mets pas systématiquement. Mais c'est pas une erreur d'en mettre systématiquement, surtout que la plupart du temps, on met du liquide physiologique, des mucolytiques, donc rien de bien méchant et rien qui peut faire de tort au lapin. Alors, il y a une technique très particulière pour leur faire faire une inhalation. Vous Oui, avez préparé un petit film. Là, j'ai fait en sorte qu'on vous entende pendant le film. Donc, vous allez d'accord. pouvoir nous le commenter. Oui. Alors, il y a plusieurs façons de faire des aérosols et puis surtout, il y a des techniques qu'on évite et qu'on déconseille. Donc, la première, c'est le bol d'eau bouillante. Bah, pourquoi? Parce qu'il suffit que le lapin renverse pour se brûler et donc on est bien ennuyé. Et ensuite, c'est le masque d'inhalation. Alors, c'est pas super pratique et puis ça peut vraiment être très, très, très stressant pour le lapin, sauf s'il a l'habitude. Donc, en gros, deux techniques qu'on va conseiller. La première, toujours avec Macaron ici, c'est la boîte en plastique. Alors, c'est des bêtes boîtes en plastique qu'on achète dans les grandes surfaces, qu'on perce. Donc, on a fait un petit trou circulaire dedans. Et en fait, on va venir directement brancher la petite chambre de nébulisation. On met le lapin sur une petite alaise, sur une petite serviette, de sorte à ce qu'il, s'il fasse pipi ou autre, ben, du coup, il est au sec. Et on envoie la nébulisation comme ça. La deuxième technique, si on n'a pas de boîte, ça généralement tout le monde en a, c'est la cage de transport. Ou pareil, on installe le lapin dedans, on branche la chambre de nébulisation sur les grilles de la cage et on recouvre le tout d'un grand drap pour faire vraiment comme un effet hammam. Voilà. Donc ça va Alors, porter tout le monde. Ouais. ce qu'il faut dire, c'est que ça se loue. Hein. C'est assez simple de louer Voilà. une petite machine, c'est ça? C'est exactement la même que pour les humains. Donc, il y a beaucoup de foyers où il y en a déjà. Simplement, s'il y a des enfants en bas âge, généralement, il y a un aérosol qui traîne dans le coin. Sinon, oui, en effet, en pharmacie, ils les louent vraiment pour un prix démocratique. Et puis de toute façon, les tubulures sont changées, etc. Donc, oui, généralement, c'est quelque chose qui est facile à se procurer. Bon, alors on va reprendre le fil du traitement. Donc, on a vu les facteurs environnementaux à corriger, l'antibiothérapie, les aérosols. Ensuite, si ça fonctionne pas, la chirurgie. Donc, une Ah, chirurgie, voilà, qui, euh, qui est une chirurgie qui est un peu impressionnante, mais qui est quand même pas trop invasive et qui est pas trop compliquée. Donc, on en avait discuté et ce qu'il faut dire, c'est que si on a les deux sinus des deux côtés atteints, on n'en fait qu'un à la fois, c'est ça? Voilà, exactement. On en fait qu'un à la fois puisque c'est une chirurgie qui, certes, n'est pas invasive. Donc, il y a vraiment une très petite cicatrice. Généralement, il n'y a qu'un ou deux points qui est fait sur le lapin au niveau cutané. Mais par contre, ça prend quand même pas mal de temps. C'est une chirurgie où on est à 3 vétérinaires sur le lapin en même temps. Il y en a un qui est sur l'anesthésie. On va quand même jouer dans les voies respiratoires. Donc, on aime quand même bien que l'anesthésie soit plus que bien contrôlée. Et puis, pour la chirurgie en tant que telle, ben, il faut quelqu'un qui. On a du mal à faire les deux en même temps. Donc, il faut quelqu'un qui va venir envoyer le liquide physiologique et quelqu'un qui va avoir le rôle d'aspirateur. Les flushs, comme ça, comme on a fait sur Macaron, je pense qu'on est à 50, 60 petites doses de liquide envoyées pour récupérer tout ce qu'on a Oui. dans le pot. Donc forcément, ça prend quand même un temps certain. Donc le lapin pourrait très bien supporter les deux côtés d'un coup, mais au niveau durée de l'anesthésie, c'est vraiment, vraiment pas conseillé. En plus, comme on va chipoter, ben, il y a quand même une grosse inflammation qui est faite. Donc, on préfère ne faire qu'un seul côté à la fois pour que ce soit le plus confortable et le plus facile pour le lapin de se remettre. Et les suites opératoires sont, en général, elles sont plutôt assez bonnes. Elles sont simples. Alors, elles sont simples dans le sens où, contrairement à l'otite où il y a des soins locaux, etc. à faire, où les personnes doivent encore aller flusher, donc aller envoyer le liquide elles-mêmes, ici, on referme tout. Donc, généralement, c'est des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs les premiers jours, et alors des aérosols, parce que là, ils en ont après ce genre de chirurgie. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de la douleur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être douloureux chez le lapin, une rhinite euh, Alors, douloureux, ça dépend. La rhinite en tant que telle, je ne pense pas. Maintenant, il ne faut pas oublier que le lapin est une espèce qui pratique très très bien ce qu'on appelle le phénomène de masquage. Donc, comme la plupart des NAC, ça veut dire qu'ils cachent leur douleur. C'est des animaux qui, à l'état sauvage, ce sont pour la plupart des proies. Et donc, du coup, une proie dans la nature, ça ne peut pas montrer que ça a mal, ça ne peut pas montrer que c'est moins bien, parce que sinon, si le prédateur passe,
le lapin est sûr de se faire attraper en premier s'il montre le moindre signe de quoi que ce soit. Bien qu'à la maison, ils soient en toute sécurité, leur instinct, il est là. Et donc, ça veut dire que le lapin va cacher, 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 cacher. Donc, c'est toujours difficile de savoir s'ils ont mal ou pas. Par contre, la rhinite, je pense que ça fait pas mal, mais la sinusite, c'est comme chez nous. Quand on a les sinus qui sont remplis d'infections, généralement, on n'est pas fier. Il y a des douleurs au niveau du crâne qui sont quand même impressionnantes. Et surtout, si on repart sur sur le schéma qu'on a montré au tout début, avec la place que prennent les sinus dans un crâne de lapin, si tout ça est rempli d'infections et inflammé, il y a quand même moyen que ça fasse un sacré effet désagréable au niveau de la tête du lapin. D'accord, donc on peut prescrire effectivement avec les antibiotiques, des anti-inflammatoires et éventuellement des antalgiques. Voilà, mais il faut vraiment que le lapin soit pas bien pour qu'on prescrive des antalgiques. Et généralement, le lapin qui arrive pour une simple rhinite, donc pour une atteinte des voies respiratoires supérieures, généralement, il n'y a pas de problème. Par contre, quand ça évolue et que ça descend et qu'on se retrouve avec une infection des voies respiratoires basses, alors à ce moment-là, souvent, on a des lapins qui arrivent et qui sont anorexiques et qui ne mangent plus. Alors il y a une nouvelle technique également dont on parle, c'est une technique à base de laser. Est-ce que vous Oui. pourriez nous en dire un petit peu plus, hein? Alors, clairement, le laser, il va pas avoir la même action que la chirurgie et à mon sens, il sera moins efficace et moins radical. Par contre, il y a des lapins qui peuvent ne pas pouvoir aller en chirurgie. Pourquoi? Parce que parfois, ils sont trop vieux, leur bilan sanguin ne le permet pas, c'est trop risqué. La raison financière, j'y crois pas trop parce que les séances de laser, ça a aussi un certain coût et je pense qu'à la longue, on se retrouve avec la même chose, voire même plus avec le laser. Mais en effet, le laser peut vraiment venir aider le lapin qui a une rhinite chronique. Donc, pas sur le lapin qui a le nez qui coule depuis 2 jours, mais sur le lapin qui est embêté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Le laser, c'est une technique qu'on utilise de plus en plus et qui, je pense, on va utiliser de plus en plus encore à l'avenir, qui va vraiment avoir un effet anti-inflammatoire au niveau des cellules et qui peut aussi aider à moduler la douleur. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ça aide aussi à la cicatrisation, etc. Selon un webinaire que j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur la thérapie laser, parce que ce n'est pas spécialement mon truc non plus, parfois on a peur d'utiliser le laser sur des infections qui sont bactériennes. Pourquoi? Parce que, alors, pas ce qu'on appelle in vitro, donc pas dans la vraie vie, donc en laboratoire, quand on utilise du laser sur des bactéries, ça fait augmenter leur prolifération. Donc on se retrouve avec une infection qui est plus importante que si on ne l'utilise pas. Donc ce n'est pas du tout l'effet qu'on recherche. En fait, in vivo, avec le système immunitaire du lapin, ça va venir contrecarrer cet effet-là. Et donc, dans le fameux webinaire dont je vous parle, on conseillait d'utiliser même en cas d'infection bactérienne. Très bien. Bon, je crois on arrive presque au bout. On va quand même parler de quelque chose qui est un petit peu moins sympathique, qui sont les complications d'une rhinite, parce qu'une rhinite, donc qui est pas bien soignée, c'est pas simplement une rhinite qui va traîner, c'est aussi une rhinite qui peut se compliquer. Donc, vous nous avez préparé un tableau qu'on va voir et vous allez nous expliquer tout ça. Oui, alors en effet, le nez, ça communique quand même avec plein d'autres systèmes et à partir d'un petit nez avec des bactéries, avec de l'infection dedans qui n'est pas traitée, on peut se retrouver avec pas mal de problèmes qui sont bien plus conséquents et qui peuvent parfois mettre la vie du lapin carrément en danger. Dans les choses les plus fréquentes, ce qui se passe, c'est que là, on a un autre schéma qu'on peut peut-être montrer, qui est la communication en fait entre l'œil et les cavités nasales. Donc, qui va expliquer simplement, voilà, parfait. Pourquoi le lapin qui a le nez qui coule se retrouve aussi avec les yeux qui coulent en même temps. On a en fait, l'œil produit des larmes de manière constante et ces petites larmes sont évacuées par ce qu'on appelle le canal lacrymal. Donc, c'est ce que vous voyez en bleu là sur le schéma. Juste à côté, il y a une image de radio où le canal lacrymal aussi a été mis en évidence par contraste. Donc, on voit vraiment un petit conduit blanc qui passe. Et ce petit conduit va permettre la communication entre l'œil et les cavités nasales. Donc, imaginons-nous qu'on a de l'infection dans nos cavités nasales. Par voie rétrograde, donc en remontant, on peut se retrouver avec une infection, une inflammation en tout cas, et peut-être une infection, premièrement, de ce canal lacrymal, ce qu'on appelle une dacryocystite, et alors on peut se retrouver avec les petits germes qui remontent et qui arrivent au niveau des conjonctifs de l'œil. Donc à partir d'un nez qui coule, on peut se retrouver avec un canal lacrymal contaminé et un œil contaminé. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent.
Ensuite, on peut avoir une contamination aussi via la trompe de stage. Donc, c'est la communication qui va relier les cavités nasales à l'oreille moyenne. Donc là, c'est ce dont je vous parlais déjà tout à l'heure avec le lapin bélier. On peut se retrouver avec rhinite et otite ensemble, simplement parce que l'un des deux n'a pas été traité. D'une otite, on peut se retrouver avec des contaminations aussi ailleurs au niveau du crâne, notamment au niveau de l'encéphale. Et donc là, on est quand même sacrément plus ennuyé à ce niveau-là. Si on reste sur le système respiratoire, mais forcément, les cavités nasales, les sinus, ça va communiquer avec la trachée, qui va arriver dans les bronches, qui va arriver dans les poumons, et on peut se retrouver avec un lapin qui a une pneumonie, simplement parce qu'on n'a pas pris en charge la rhinite qui nous avait montré. Et alors vraiment, dans les cas les plus graves, on peut se retrouver avec la bactérie qui va passer au niveau du sang, puisque les cavités nasales sont également irriguées par des vaisseaux sanguins. Donc, on peut se retrouver avec des bactéries dans le sang, ce qu'on appelle une septicémie. Généralement, les septicémies, ça finit pas bien, donc ça finit par la mort de l'animal. On peut se retrouver avec une contamination au niveau du cœur, évidemment, au niveau des organes génitaux. Ça peut faire des abcès cutanés. Ça, je pense surtout à la pastorelle qui fait ça aussi. Mais donc, le schéma n'est pas là pour vous faire peur, mais simplement pour vous expliquer que d'un petit nez pas traité, on peut se retrouver sacrément dans les ennuis avec plein d'autres problèmes. Bon, effectivement, ça fait un petit peu peur. Juste pour savoir, vous, dans votre expérience, en général, quand les gens arrivent avec un lapin qui a une rhinite, bon, j'imagine que souvent, ils ont déjà vu d'autres vétérinaires, mais en gros, on arrive à résoudre combien de cas si on prend sur 100%, pour avoir un peu une idée, quoi. Ceux qu'on voit régulièrement en premier lieu, donc on est les premiers à passer, c'est le petit lapin qui vient d'animalerie ou le lapin qui a pris un courant d'air, ça généralement 9 fois et demi sur 10, ça rentre dans l'heure rapidement. C'est déjà plus rare quand on doit commencer à changer les antibiotiques, etc. Maintenant, chez les lapins chez qui on part en chirurgie, généralement, maintenant on n'a pas encore un recul sur plusieurs années pour dire que ça ne revient pas, mais généralement ça se passe bien dans les mois qui suivent. Les petits lapins qui sont vraiment pris comme ça et qu'on n'arrive pas à gérer, c'est quand même une minorité de chez minorité. Je vais dire à peu près 10% de lapins qu'on n'arrive pas à stabiliser ou qui restent avec des traitements, avec des inhalations et avec une gêne au niveau et une diminution au niveau de leur confort de vie. Donc ça se transforme en chronicité pour quelques cas. Ouais. Alors, voilà. Alors, il y a beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu, donc je ne vais pas les reprendre. Par contre, il y a quelques questions qui me paraissent intéressantes. On pose une question sur la chirurgie. Est-ce qu'elle est efficace sur une pasteurellose? Alors, ça dépend, parce que si la pasteurellose a engendré une infection qui a rempli totalement les cavités nasales et les sinus, oui, il y a un intérêt à les vider. Maintenant, la pasteurellose, c'est une bactérie dont on va avoir du mal à se débarrasser et qui potentiellement va pouvoir rester. Donc, difficile de dire à l'avance si le pus ne va pas se recollecter partout, étant donné qu'on a du mal à éradiquer totalement cette bactérie. Mais en tout cas, ça soulagera le lapin dans un premier temps, c'est certain. Ce que je peux juste pas assurer, c'est que sur du long terme, sur plusieurs années, ça ne risque pas de se recollecter et de recommencer. Une autre question de Mathieu qui demande quelles sont les grandes différences entre une pneumonie par rapport à une rhinite? Alors, ce n'est pas les mêmes symptômes. Généralement, le lapin qui a une pneumonie, on va avoir des symptômes plus graves. Donc, on va avoir un lapin qui va être amaigri, qui va avoir du mal à s'alimenter, qui va avoir du mal à respirer. Donc, c'est ce qu'on appelle de la dyspnée, c'est une difficulté respiratoire. Donc, on voit un lapin qui a des mouvements de flanc beaucoup plus amples, qui a du mal à aller chercher son air et qui peut, dans les cas les plus graves, et là où vraiment il faut vraiment plus hésiter à consulter, c'est quand il a les muqueuses qui sont un petit peu pâles, qui sont cyanosées, donc ils deviennent bleus parce qu'il manque d'oxygène. Très bien, je crois on avait quelques questions peut-être, Vivienne, de gens qui nous ont posé sur le blog avant qu'on démarre l'émission. On leur avait promis de répondre. Est-ce qu'il y en a que tu veux qu'on voit? Sophie demande si un petit nez mouillé sans éternuement est un signe de rhinite. Alors, pas forcément. Pourquoi? Parce que les cavités nasales du lapin, elles servent à plusieurs choses. Bien évidemment, à laisser passer l'air pour venir oxygéner un petit peu tout l'organisme. Mais les cavités nasales, en soi, elles servent à réchauffer, à humidifier et à filtrer l'air. Donc, elles servent à humidifier. Ce qui veut dire que si le lapin est stressé, donc moi, par exemple, quand ils arrivent en consultation et qu'ils ont le petit nez tout mouillé, mais qu'il n'y a pas de jetage purulent ou autre, mais que c'est simplement mouillé, je demande aux gens, est-ce qu'à la maison, le nez est mouillé?
Et souvent, on me répond non. Pourquoi? Parce que c'est simplement le stress de la voiture. Et donc, l'augmentation de la fréquence respiratoire, le lapin a respiré plus vite, ça a plus humidifié et il se retrouve avec son petit nez mouillé sans pour autant que ce soit pathologique. Donc, pas toujours. Est-ce que tu avais une autre dernière question? Cécile demande, voilà, son lapin a souvent des sifflements et le nez mouillé. Elle a été voir 2 vétérinaires qui lui ont dit que c'était dû à des allergies au pollen. D'accord. Mais il continue d'avoir les sifflements et le nez mouillé, donc elle a un peu peur. D'accord. Alors, de toute façon, on est toujours en été, donc des pollens, il y en a normalement toujours. Et puis surtout, s'il a été diagnostiqué en surpoids, ma question est, a-t-il maigri? Parce que s'il n'a pas maigri et qu'on lui a diagnostiqué un problème respiratoire, et en effet, quand on a un lapin qui est trop gros, on peut avoir de la graisse en intrathoracique qui vient comprimer les poumons et donc qui va en tout cas poser problème au niveau amplitude respiratoire, etc. Si le lapin n'a pas maigri, les symptômes ne vont pas disparaître. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, très bien. Alors, je crois qu'on a pratiquement terminé. Il y a Anne qui nous dit... Alors, j'arrive pas à mettre sa question. Voilà, qui nous dit c'est très bien fait, mais ça fait un peu peur. Bon, l'objectif, c'est pas de vous faire peur, hein. Oui, non, c'est de vous faire prendre conscience. Voilà. Bien. Il y a aussi Allez, encore Sacha une dernière qui a question. son lapin qui vit sur un balcon et il éternue, donc elle voudrait savoir si c'est un environnement qui est adapté. Ben non, mais pas du tout. Mais maintenant, j'ai vu cette question passer, donc j'ai vu ce qui avait été répondu. Donc là, je pense qu'en fait, on n'a pas le choix de laisser le lapin sur le balcon, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. Pourquoi? En plus, j'ai vu qu'il était semi-couvert ou semi-protégé. J'ai pas trop compris le semi. Mais déjà, le courant d'air, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui sont à éviter. Le lapin peut très bien supporter le froid, mais il va pas du tout supporter le courant d'air. Donc ça, c'est une première chose. Donc, je sais pas s'il y a possibilité de vraiment essayer de réduire au maximum ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que sur un balcon, si on va essayer de limiter les courants d'air, on risque de se retrouver avec un espace qui va pas être ventilé. Et donc, au niveau des sécrétions, des déjections du lapin, etc., si c'est pas ventilé, on va se retrouver dans un air beaucoup plus pollué. Et donc, pour sa rhinite, c'est pas l'idéal non plus. Donc, clairement, ce petit lapin, il faudra arriver à le rentrer d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'à l'extérieur, avec une rhinite, il n'y a quand même pas beaucoup de chances que ça s'améliore, ou en tout cas, on a même des risques de l'empirer. Bon, je crois qu'on a été plus que complet, hein. On pourrait bien sûr continuer à en parler pendant des heures, parce que chaque lapin, chaque rhinique, c'est un cas particulier, hein. Et donc, il faut pas hésiter à aller voir un vétérinaire NAC, surtout si vous voyez que c'est quelque chose qui se règle pas, qui empire. Cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver donc sur YouTube. C'est un nouveau canal, une nouvelle chaîne qu'on a montée. On va essayer de faire des vidéos intéressantes comme celle qu'on a fait ce soir. Je pense qu'il vous aura en tout cas intéressé. Vous avez été nombreux à nous suivre. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir aussi la revoir. Et puis on va essayer avec le docteur Anquet de mettre tout ça sous forme d'un article qui vous permettra sur notre blog de pouvoir avoir des renseignements par écrit. Des fois, c'est un peu plus simple. Néanmoins, sur la chaîne YouTube, j'essaye de mettre les différents chapitres pour vous permettre d'aller directement sur un sujet qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Et puis, écoutez, j'espère qu'on reverra rapidement le docteur Anquet. Ça nous permet en même temps de dire bonjour à tous nos amis belges qui nous regardent et qui sont fidèles, de même que évidemment les Français et les Suisses. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très vite puisque on a un autre live qui est prévu mardi soir, dans 2 jours, sur l'alimentation du lapin. Et cette fois, comme c'est un sujet qui est quand même très compliqué, on aura 2 vétérinaires qui vont répondre à vos questions en live. Ce seront les docteurs Mélanie Coquel, que je pense beaucoup connaissent, et puis le docteur Lauriane Deveau, qui, elle, est dans la région ouest de la France. Donc, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Je remercie encore vraiment le docteur Aurélie Anquet, c'était vraiment super.
beaucoup de Avec- choses très intéressantes. Voilà. Et puis, Ben, bah, merci à vous. Merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de participer un petit peu avec vous. bah, c'était super intéressant. Bravo. On va remettre à nouveau le lien. Voilà, si vous voulez avoir un contact directement sur la page avec le docteur Anquet. Et puis, bah, je vous dis tous à bientôt. Merci encore, docteur. Avec plaisir. Bonne soirée. Allez, au revoir.